Je m'appelle Miguel Garcia. Je suis journaliste, freelance, spécialisé dans les thèmes du voyage et de la nature. Dans une recherche constante d'histoire unique, j'ai décidé de louer une cabane isolée dans les montagnes de Chihuahua. Non, c'était ma première fois sur ces terres. J'avais déjà écrit des articles sur le canyon de Puggy et les villes fantômes du région, mais cette fois j'avais besoin de quelque chose de différent. Mon plan était de me déconnecter de là. Monde, faites des recherches sur les légendes locales et terminer un rapport qui avait été retardé pendant des mois. Le chalet était modeste, mais suffisant. Une chambre simple avec un petit cuisine, une table en bois usé et une cheminée qui semblait plus décorative. Comme c'est fonctionnel. Les propriétaires, un couple âgé de la ville la plus proche, m'ont remis le des touches avec des avertissements qui me semblaient exagérés à l'époque. S'il commence à neiger fort, ne sors pas, jeune homme. Ici, le temps change en quelques minutes. Il n'y a pas toujours moyen de revenir. Moi avec la confiance de quelqu'un qui croit. Ayant tout vu, j'ai hoché la tête sans trop réfléchir à ces paroles. Le lendemain, l'orage est arrivé comme un coup dur. Le jour se levait clairement, avec l'air glacial, mais supportable. J'ai préparé du café, allumé mon ordinateur portable et travaillé pendant quelques heures tout en regardant. À travers la fenêtre, les pins couverts de givre. C'était la solitude que je cherchais. Juste le craquement du bois et l'écho du vent parmi les montagnes. Mais à midi, le temps a changé, Les nuages se sont rassemblés avec une rapidité troublante et à 16 heures déjà. Rien n'était visible à plus de 5 mètres de la fenêtre. La neige tombait dans d'épais rideaux que le vent soufflait en tourbillons. J'ai allumé la cheminée, reconnaissant d'avoir apporté assez de provisions pour plusieurs jours. Pendant que je préparais quelque chose à manger, le téléphone portable a perdu le signal. J'ai vérifié les cartes téléchargées et confirmé ce que je savais déjà. La ville la plus proche était à plus d'une heure de route et avec cette tempête, essayer de sortir était un suicide. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de rester calme et d'attendre que cela se produise. La première nuit a été calme, bien que le vent frappait les fenêtres comme s'il voulait se faufiler à l'intérieur. La chaleur de la cheminée était réconfortante et le silence, malgré la tempête, m'a aidé à se concentrer sur l'écriture. Mais quelque chose a changé à l'aube. Je suis sortie avec une tasse de café enveloppée dans une couverture, prêt à photographier le paysage enneigé pour accompagner mon article. C'est alors que les veuves humaines, dans la neige, ils étaient cool, ils entouraient la cabine et ils se dirigeaient vers la forêt. Ma première pensée a été qu'un randonneur s'était perdu et avait. Je suis passée à la recherche d'un abri, mais quelque chose n'allait pas. Les impressions n'étaient pas erratiques. No parecía que alguien estuviera desorientado. Eran pasos firmes, como si la persona supiera exactamente a dónde iba. Tomé mi chamarra, botas y una lámpara y decidí seguirlas. Apenas había avanzado unos metros cuando una ráfaga de viento me obligó a detenerme. El frío era insoportable y la nieve comenzaba a cubrir las huellas. Regresé a la cabaña inquieto, prometiéndome revisar más tarde si alguien necesitaba ayuda. Esa segunda noche, el viento no era lo único que rompía el silencio. Estaba terminando un párrafo cuando lo escuché. Un golpe seco en la pared trasera de la cabaña. Me congelé. Intenté convencerme de que era una rama caída o algún animal buscando refugio. Pero cuando los golpes se repitieron más rítmicos, mi teoría se desmoronó. Tomé una linterna y abrí la puerta trasera con cuidado. La luz apenas atravesaba la cortina de nieve. No había nadie, solo las huellas, ahora más cerca de lo que recordaba, rodeando la cabaña. Como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Regresé al interior, cerré todas las ventanas y aseguré la puerta, pero los golpes no cesaron. Esta vez venían del techo. Intenté llamar al pueblo con el teléfono fijo que los dueños habían dejado, pero no fonctionna pas. La tempête aurait dû couper les lignes. À ce moment-là, les coups. Ils se sont arrêtés. Pendant quelques secondes, seul le crépitement du feu se fit entendre. Puis un
Bruit sec dans la cuisine, le bruit de quelque chose de métallique tombant sur le sol. J'ai couru vers. Regarde mon cœur battre fort. Sur la table était mon couteau de cuisine, la même que j'avais laissé ranger dans un tiroir. Maintenant, il avait des marques sur lui comme si quelqu'un j'aurais gratté la lame avec une pierre. Il n'était pas seul. Je me suis enfermée dans le chambre avec la porte verrouillée et le couteau à la main. Les hits. Ils ont continué pendant des heures, se déplaçant d'un endroit à un autre. Il semblait que quelqu'un était. Je m'amusais à mes dépens, j'essayais ma patience. Chaque fois qu'ils rassemblaient le courage de sortir, les bruits se sont arrêtés comme s'ils savaient que j'étais attentif. Non. J'ai pu dormir. J'ai passé la nuit à écouter des pas, des égratignures et des chuchotements justes. Audible. La chose la plus effrayante était quand près de l'aube, j'ai vu une paire d'ombres projetées sous la porte. La tempête a commencé à céder le 3e jour. Une branche et un bonhomme de neige coincés au sol devant. À l'entrée. J'avais quelque chose d'attaché autour du cou, mon cahier. Je n'ai pas attendu. Plus. Je suis sortie en courant sans regarder en arrière, ignorant le poids de la neige sur mon des bottes et la douleur du vent me coupant le visage. Je ne sais pas comment je suis arrivée au village ou combien d'heures se sont écoulées avant que je voie les premières maisons. Quand j'ai finalement raconté mon expérience, les habitants m'ont juste regardé avec incrédulité. Peut-être que c'était le vent, ont dit certains. Mais une femme plus âgée avec un air sérieux s'est approchée de moi avant que je parte. « Avez-vous vu les empreintes ?» Il a demandé. J'ai hoché la tête. Puis il a eu de la chance de sortir. Ici, quand la neige tombe si fort, non. C'est toujours le froid qui attire les étrangers. Depuis lors, je ne suis pas retournée à la montagne, mais chaque fois que j'écris dans mon cahier, je ne peux m'empêcher de m'en souvenir. Poupée et pense à qui ou quoi a décidé de rester à ma place. Je suis rentrée en ville avec un corps épuisé et un esprit saturé de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Le bus que j'ai pris de la ville à la capitale de Chihuahua était presque vide, ce qui m'a permis de sombrer dans mes pensées. Alors que le paysage enneigé passait devant, à la fenêtre, en repassant sans cesse les événements des derniers jours, à la recherche d'une explication rationnelle qui conviendrait. Il y avait quelqu'un d'autre sur la montagne. Ça pourrait être, peut-être un vagabond, un chasseur perdu ou même un habitant qui s'amusait à terroriser un étranger stupide. Mais alors, pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi n'a-t-il pas demandé? Est-ce que ça aide si j'étais aussi pris dans cette tempête? Et le plus troublant, comment sont-ils arrivés? Mon bloc-notes? Je l'avais laissé dans mon sac à dos, à l'intérieur de la cabine et toujours. Je l'ai gardé avec moi. Personne n'aurait pu le prendre sans que je m'en aperçoive. Quand je suis arrivée à Chihuahua, la première chose que j'ai faite a été de m'installer dans un simple hôtel. J'avais besoin de me reposer et de me vider la tête avant de décider ce que je ferais de mon rapport. La cabine, l'isolement et la tempête avaient cessé d'inspirer un article sur la nature. Maintenant, ils étaient un fardeau coquin. Ils savaient comment traiter. Le lendemain, après un rêve étouffé, j'ai décidé de vérifier mes notes. J'avais besoin de trouver quelque chose pour m'aider. Pour reconstituer les détails, quelque chose qui expliquerait ce qui s'était passé. J'ai ouvert le cahier et j'ai commencé à lire les paragraphes que j'avais écrits dans la cabine. Observation sur le temps, description du paysage, et quelques fragments d'un récit qui a été planification. Puis j'ai trouvé quelque chose que je ne me souvenais pas avoir écrit. C'était une série de phrases. Courts, presque comme des notes lâches. La neige n'efface pas tout. Le feu attire, pas effraie. Ne regarde jamais en arrière. Mon écriture était tremblante, comme si je l'avais écrite à la hâte ou nerveusement. J'ai essayé de me rappeler si j'avais déjà écrit ces phrases dans la confusion, mais je ne m'en souvenais pas. Le pire, c'était de réaliser que ces pages n'étaient pas vierges la dernière fois que j'ai vérifié le cahier. À la fin de cette section, il y avait un dessin rudimentaire, une poupée faite de branches, identique à la que j'ai trouvée devant la cabane. J'ai fermé le cahier et l'ai laissé sur la table. Était-il possible que quelqu'un ait accédé à mes affaires sans moi et l'eau? Le remarquerez-vous?
Ou mon propre esprit épuisé par le stress et le froid, je jouais. Avec moi. Je ne pouvais pas continuer à travailler sans résoudre mes doutes. Le lendemain matin, je suis retournée au village où j'avais loué le chalet. Les propriétaires, le couple plus âgé, m'ont accueilli avec surprise de me revoir si tôt. Que s'est-il passé, jeune homme? N'est-ce pas? Avez-vous aimé le chalet? Demanda don Francisco, l'homme qui m'avait remis les clés. La tempête m'a obligé à partir plus tôt que prévu. J'ai menti. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Au du moins pas encore. Je lui ai dit que les chutes de neige ici n'étaient rien. Mais tout va bien, n'est-ce pas quelque chose de bizarre est arrivé? Il insista avec un regard qui semblait creuser dans mes mots. Je m'arrêtai un instant avant de répondre. J'ai décidé de ne leur raconter qu'une partie de ce que j'avais vécu, en omettant les détails. Plus d'étrangers. Je leur ai parlé des empreintes de pas dans la neige, des coups sur les murs et de la poupée que j'ai trouvée dehors. Dona Carmen, l'esposa de don Francisco. Il m'écoutait en silence pendant que je préparais le café. Quand j'ai eu fini, il s'est assis. Devant moi avec une expression sérieuse. Il y a des années, avant qu'on achète ça cabane, elle était utilisée par certains chasseurs par ici. Ils ont dit que c'était un bon abri, mais quelque chose est arrivé à l'un d'eux. Il n'est jamais revenu. Les autres ne voulaient pas parler une grande partie du sujet, mais depuis lors, personne ne voulait y rester seul longtemps le temps. Et qu'est-il arrivé à l'homme qui n'est pas revenu? J'ai demandé à sentir un nœud dans la gorge. Il a été retrouvé des semaines plus tard lorsque la neige a fondu. Était dans la forêt gelée, mais on aurait dit qu'il avait essayé de construire un abri avec des branches avant de mourir. Ce qui est bizarre, c'est que j'étais entourée de ces poupées que vous avez mentionnées, comme je les ai faites pour, je ne sais pas, pour protégez-vous ou quelque chose. J'ai senti un frisson alors qu'elle continuait. Depuis lors, ils disent qu'il vaut mieux ne pas être seul dans ce domaine, surtout dans l'hiver. Non pas qu'il y ait des fantômes ou quelque chose comme ça, mais la solitude fait les choses avec l'esprit, et ici la montagne garde des secrets qui ne sont pas toujours faciles. Comprenez. Je suis revenue en ville avec plus de questions que de réponses. J'ai essayé de trouver des enregistrements de cet incident, mais je n'ai rien trouvé de concret. Ce n'étaient que des rumeurs, des histoires incomplètes qui semblaient nourrir le mystère. Au lieu de le clarifier. Finalement, j'ai arrêté de chercher des explications. L'histoire que j'écrivais a changé d'orientation. Au lieu de parler de la beauté de la montagne, j'ai écrit sur l'isolement, sur la façon dont la nature. Cela peut pousser les gens à la limite. L'article a été bien accueilli, bien que je n'ai jamais mentionné les détails les plus personnels de mon expérience. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande si je crois dans le surnaturel, je réponds toujours la même chose. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Parfois je pense à retourner dans ces montagnes. Juste pour me prouver que tout a une explication, mais quelque chose m'arrête à chaque fois que je Y considere. Peut être parce qu'au fond de moi je sais que je ne veux pas la retrouver. Je m'appelle Emiliano Ortega et je travaille comme sauveteur dans les Sierras de Durango depuis 8 ans. Mon équipe est. Nous sommes habitués à faire face à des situations qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe qui. J'ai grimpé des ravins où un mauvais pas signifie tomber dans le vide et je cherchais des gens disparus dans des forêts si denses qu'il semble que la nuit ne se termine jamais. Mais ce qui s'est passé cette nuit d'hiver au milieu de la tempête est toujours être l'expérience la plus dérangeante de ma vie. Il était presque 22 heures lorsque l'appel est arrivé. La radio, généralement pleine d'électricité statique, il est venu à la vie avec une voix urgente. Nous avons un rapport d'un groupe piégé. Dans les montagnes, près de la colline de la colonne vertébrale du « il semble que son ». Le camion est resté coincé et ils sont coupés de la communication à cause de la tempête de neige. La tempête avait commencé en début d'après-midi, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle s'intensifie autant. La neige tombait fort et les rafales de vent faisaient même de notre base, située dans un petit village au pied de la Sierra Tamblara. Mon partenaire Hector et moi nous sommes regardés en silence pendant que nous écoutions les détails. « Comment diable sont-ils arrivés là ?» murmura Hector. Peu importe comment j'ai répondu pendant que je mettais mon manteau thermique. Ce qui compte,
c'est qu'ils ne survivront pas à la nuit si nous n'y arrivons pas. Nous nous préparons en moins de 10 minutes. L'équipement comprenait une corde de 50 mètres, des lampes de poche, un trousse de premiers soins et un petit drone que nous utilisons pour explorer les zones délicates. Notre véhicule, un SUV adapté, était notre meilleur outil. Pour traverser la neige, même si dans ces conditions nous n'étions même pas sûrs qu'il pourrait nous emmener au point exact. Le vent rugissait comme une bête sauvage alors que nous nous frayions un chemin le long de routes de plus en plus étroites. Les phares éclairaient à peine le chemin enneigé et parfois le reflet de la glace donnait l'impression que nous roulions au-dessus d'un abîme infini. Dis-moi encore, combien de personnes y a-t-il ? J'ai demandé à briser le silence. 4. Selon le rapport, un homme, 2 femmes et un enfant, Hector répondit les yeux fixés sur la route. Le temps empirait à chaque kilomètre que nous allions de l'avant. Lorsque nous étions à environ 2 kilomètres du point indiqué, nous avons dû quitter le fourgon. La route était complètement bloquée par la neige et continuer en véhicule ce serait un suicide. Nous avons porté l'équipement sur nos épaules et avons continué à pied. Le froid était si intense que j'avais l'impression que la peau de mon visage commençait à s'engourdir malgré la cagoule. Le bruit du vent était assourdissant et l'obscurité absolue. Seules nos lanternes ont brisé la noirceur, illuminant un monde de blancs ombres infinies et déformées. Après presque 1 heure de marche, nous sommes arrivés à un point surélevé où le GPS indiquait que nous étions proches. Nous avons essayé d'utiliser le drone pour localiser la camionnette, mais le vent était si fort qu'il pouvait à peine rester sur le de l'air. Puis, au loin, nous avons vu quelque chose. Lumière clignotante, faible, comme si quelqu'un utilisait la fonction de urgence d'un véhicule. Les voilà, dis-je en pointant vers le bas. La descente vers le point était compliquée. La neige recouvrait des rochers glissants et les rochers étaient traîtresses. Nous savions qu'un mauvais geste pouvait être fatal. Pourtant, nous avons réussi à nous approcher de la camionnette qui penchait dangereusement dans une petite clairière au bord d'une pente. Quand nous sommes arrivés, nous avons frappé à la vitre du chauffeur. Un homme dans la quarantaine, il nous a regardés avec des yeux pleins de soulagement et de peur. Son souffle embuait le verre alors qu'il nous faisait signe de nous rapprocher. Dieu merci, nous pensions que personne ne viendrait, il a crié dès qu'il a baissé la fenêtre. À l'intérieur, 2 femmes s'étreignaient pour se réchauffer et un enfant de moins de 8 ans dormait sur la banquette arrière recouvert d'une couverture. L'homme nous a expliqué que son camion était resté coincé dans un monticule de neige et que le moteur avait éteint. Ils étaient sans chauffage depuis des heures et tous présentaient des signes d'hypothermie légère. Nous avons décidé de les sortir immédiatement. Nous n'avons pas pu réparer le véhicule Labani. Passer la nuit avec eux. La tempête ne donna aucun répit. Nous avons attaché des cordes pour les aider. Un par un. L'enfant était le premier enveloppé dans une autre couverture que nous avions pris. Puis les femmes, toutes 2 tremblantes mais stables. Enfin, l'homme. Quand nous avons commencé l'ascension avec le groupe, le vent. C'est devenu si fort que j'avais peur que ça nous entraîne vers le bas. Hector et moi allions au front pendant que il nous suivait, reliés par les cordes. Chaque pas était une bataille, contre le froid et l'épuisement. Puis, quelque chose nous a arrêtés, un bruit. Étrange, que ce n'était pas le vent ou la neige qui glissait. C'était un gémissement, un long gémissement bas, cela semblait venir de partout et de personne à la fois. Hector et moi, nous avons échangé des regards rapides, mais n'avons rien dit. Ce n'était pas le moment d'effrayer les autres. Ne t'arrête pas. Continue d'avancer, ai-je crié en essayant de garder le calme dans ma voix. Mais les plaintes sont devenues plus insistantes. Maintenant, il semblait provenir des arbres sur notre gauche. J'ai regardé du coin de l'œil et pendant un moment, j'ai juré avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre, une grande silhouette et mince qui glissait entre les pins comme s'il ne touchait pas le sol. J'ai précipité le pas. Je ne voulais pas savoir de quoi il s'agissait ni pourquoi il semblait nous suivre. Je voulais juste sortir de là. Quand nous avons finalement atteint le point où nous avions quitté le SUV, je me suis sentie plus soulagée que je ne l'ai jamais été dans ma vie auparavant. Nous sommes montés dans le véhicule et sommes retournés au village, laissant derrière nous sa montagne hostile. À notre arrivée, nous les avons transférés au centre médical. Tous. Ils étaient hors de danger, mais l'homme m'a attrapé le bras avant d'entrer. Les gars,
Vous l'avez entendu aussi ? Demanda-t-il avec des yeux pleins de peur. Je ne savais pas que lui répondre, j'ai juste hoché la tête et les laissé partir. À ce jour, je n'ai pas explication de ce qui s'est passé sur cette montagne. Je préfère penser que c'était le vent jouer avec notre imagination. Mais quand je ferme les yeux, encore je peux entendre ces gémissements et me souvenir de cette ombre qui veillait sur nous depuis la tempête. La question de l'homme planait toujours dans ma tête, comme s'il s'était planté là sans intention de partir. Hector ne dit rien non plus, mais son silence était plus éloquent que toute parole. Après avoir travaillé ensemble pendant si longtemps, je savais comment le lire sans parle. Il avait aussi entendu les gémissements et avait vu quelque chose. Cette nuit-là, après avoir emmené les victimes au centre médical et s'être assuré s'ils allaient bien, nous retournions à la base. L'endroit était presque vide, sauf par quelques collègues qui étaient restés pour surveiller la météo et tout autre appel d'urgence. Moi j'ai enlevé le lourd manteau et je suis allé au petit radiateur que nous avions dans la salle commune. Hector a fait de même, mais il n'a pas dit un mot. « Tu l'as vu ?» J'ai finalement demandé, brisant le silence. Il était lent à répondre comme s'il choisissait ses mots avec soin. J'ai vu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais je ne veux pas y penser maintenant. Il secoua la tête comme s'il essayait de se débarrasser de l'image. C'était peut-être juste un animal. Un animal qui gémit comme s'il était. En pleurant, j'insistais d'un ton plus provoquant que je ne l'avais prévu. Hector n'a pas répondu, il s'est juste levé et est allé vérifier l'équipement. J'ai préféré le laisser là aussi. La nuit avait été longue et la dernière chose dont nous avions besoin était d'alimenter des théories qui n'avaient probablement aucun sens. Cependant, le lendemain, quelque chose d'autre me dérangeait. Pendant le sauvetage, nous n'avions pas. Il est temps de demander trop de détails au groupe sur la façon dont ils en sont arrivés là. C'était un endroit inhabituel, même pour quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans la Sierra. J'ai donc décidé d'aller au centre médical où ils étaient toujours en observation pour obtenir des réponses. Quand je suis arrivée, le médecin m'a reconnue. Immédiatement, et laissez-moi passer. J'ai trouvé l'homme dont le nom était Ricardo, assis sur l'un des lits en train de prendre un thé chaud. Les deux femmes et l'enfant se reposaient dans une pièce attenante. « Merci encore de nous avoir sauvés », a-t-il dit en m'approchant. Sa voix semblait plus calme que la nuit précédente, mais ses mains tremblaient encore un peu, comme s'il ne l'avait pas encore fait. Il pouvait complètement se débarrasser de la peur. « C'est notre travail, ne t'inquiète pas. Mais j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Pourquoi était-il si loin dans la Sierra ? Ce lac Camino n'est pas touristique et avec ce temps, il est encore plus rare que quelqu'un l'utilise. » Ricardo baissa les yeux vers le sol, comme s'il ne voulait pas répondre. Après quelques secondes, il respira et parla à voix basse. On allait avoir quelque chose. Quelque chose comme quoi ? J'ai demandé à ressentir comment la tension, il reprenait le contrôle de l'environnement. Un chalet. La réponse m'a pris par surprise. Quelle cabine ? Richard leva les yeux avec un mélange de honte et de peur dans les yeux. Mon beau-frère Louis nous a dit qu'il connaissait un endroit pour passer quelques jours loin du bruit. Selon lui, il y avait un chalet abandonné dans cette région de la Sierra et voulait que nous allions l'explorer. Je n'étais pas très convaincue, mais les femmes ont insisté sur le fait que ce serait une aventure amusante et que l'enfant le ferait. J'étais excitée à l'idée de la neige, alors j'ai accepté. Et où est Louis maintenant ? Ricardo se mordit la lèvre avant de répondre. US avance. Mon cœur a pris un tour. Comment ça, il a pris de l'avance sur lui-même. Quand le camion est resté coincé, il a dit que j'allais marcher jusqu'à la cabane pour obtenir de l'aide. D'après son GPS, il n'était pas si loin. Cela, c'était il y a des heures. Avant votre arrivée, j'ai senti ma peau se hérisser. Pourquoi ne nous ont-ils rien dit hier soir ? Pourquoi ? Parce qu'on pensait que peut-être vous l'aviez trouvé ou qu'il serait retourné à la camionnette pendant que nous montions. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai quitté la pièce et j'ai appelé Hector. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, il m'a regardé comme s'il voulait me crier dessus. Seria cement. Tu es de Ors ? Oui, et nous devons le trouver. On n'avait pas le choix. Si Louis était quelque part sur la montagne avec cette tempête, les chances de survie étaient minimes si nous ne le cherchions pas immédiatement. Nous sommes retournés dans la Sierra le même après-midi. Cette fois,
Nous avions plus d'équipement et nous étions 3. Hector, moi-même et un autre collègue, Alvaro, qui avait de l'expérience dans sauvetage en haute montagne. Nous avons suivi les coordonnées que Ricardo nous avait données, les mêmes qui indiquaient l'emplacement de la cabine. La tempête s'était calmée. Peu, mais le vent était encore cruel. Chaque pas était plus lourd que le précédent et le froid pénétrait jusqu'aux os. Après presque 3 heures en marchant, nous sommes arrivés à une clairière où la cabane était censée être, mais il n'y avait rien. Tu es sûr qu'il est là? Demanda Héctor en regardant son GPS. Ce sont les coordonnées qu'on m'a données, j'ai répondu en vérifiant les miennes. Alvaro, qui avait quelques pas d'avance, leva la main pour nous faire signe. Nous nous sommes approchés de lui et l'avons vu. Un chemin étroit qui s'est perdu parmi les arbres. Il semblait peu utilisé, presque caché, à cause de la neige accumulée. Sans rien dire, nous avons décidé de le suivre. La route nous a menés à une structure qui semblait sortir de nulle part, comme si la montagne l'avait délibérément cachée. C'était une petite cabane, en bois sombre, avec des fenêtres cassées et le toit penché sous le poids de la neige. Quelque chose n'allait pas. La porte était entr'ouverte et l'intérieur était complètement silencieux. Nous sommes entrés prudemment, nos lanternes éclairaient un espace poussiéreux et vide. Il n'y avait aucun signe de Luis, juste un paire d'empreintes de pas menant à l'arrière-plan vers une petite pièce. Quand nous l'avons suivi, nous l'avons trouvé. Luis était assis là par terre avec son dos contre le mur et ses yeux fixés sur la vitre brisée. Il ne bougeait pas. Luis, j'ai appelé, m'approchant prudemment, mais quand j'ai touché son épaule, son corps il se pencha d'un côté, rigide comme s'il était gelé. Son visage était pâle et ses yeux, grandes ouvertes, elles reflétaient une terreur indescriptible. Il n'y avait aucun signe de violence ou de blessure visible, mais quelque chose, quoique cela je l'avais vu dans cette cabine, je lui avais fait peur. Nous n'avons plus jamais reparlé de cette mission et nous ne sommes jamais retournés à l'arrière de la Je m'appelle Raoul et ce que je vais vous dire, je n'aurais jamais pensé qu'il m'arriverait. Je n'ai jamais été le genre de personne qui croit que la nature peut être cruelle, du moins pas d'une manière personnelle. J'ai toujours pensé que les accidents ne sont que cela, des circonstances malheureuses, sans aucune intention derrière. Mais cette nuit sur la route transcanadienne, j'ai compris qu'il y a des endroits où l'indifférence de l'environnement peut se sentir presque comme un procès. Tout a commencé comme un voyage tranquille. Ma femme Clara et moi avions décidé de parcourir cet itinéraire dans le cadre de notre vacances d'hiver. Nous avions entendu dire que bien que la route c'était long et solitaire, les paysages enneigés en valaient la peine. Nous avons chargé la voiture de provisions, de vêtements thermiques et d'une bonne playlist pour combattre l'ennui des heures au volant. Rien ne pouvait mal tourner, ou ça on y croyait. Le soleil jetait juste un coup d'œil à l'horizon lorsque nous avons quitté la dernière ville derrière nous important avec une station-service qui promettait d'être la dernière pour au moins 200 km. J'ai vérifié le réservoir et j'ai calculé que le carburant suffirait jusqu'à notre prochaine destination. Clara, toujours plus prudente, voulait remplir une carafe supplémentaire au cas où. J'ai taquiné un peu, mais je l'ai laissé achète-le. La route semblait interminable, une ligne droite coupant à travers une mer de neige des deux côtés. Il n'y avait que de la forêt gelée tout autour, avec des branches nues et des chemins recouverts d'un épais manteau blanc. Les pneus de la voiture ont craqué sur le asphalte partiellement gelé, et le vent frappait les vitres avec un cadence qui a commencé à devenir inconfortable après quelques heures. Tout allait et bien jusqu'à ce qu'il commence à faire sombre. C'était en janvier et le soleil se levait tôt, quittait la route plongée dans une morosité qui, plus que d'être calme, était suffocant. Clara se recroquevilla sur son siège avec une couverture sur ses jambes, regardant vers le bas le fenêtre sans rien dire. J'essayais de me concentrer sur la route, mais pas je pouvais ignorer l'inconfort croissant de savoir que nous n'avions pas vu une autre voiture depuis des heures. Et puis l'inévitable s'est arrivé. Sans avertissement, le moteur toussa et la voiture a commencé à perdre de la vitesse. J'ai essayé d'accélérer, mais la pédale ne l'a pas fait, il répondait. Clara leva les yeux du livre qu'elle lisait, alarmée. Quel est le problème ? Il a demandé. Je pense qu'il est tombé en panne. J'ai répondu en essayant de cacher mon inquiétude. J'ai réussi à border la voiture et j'ai arrêté le moteur. Dehors, le froid était si intense qu'il filtrait même à travers les fenêtres fermées.
La neige commençait à s'accumuler sur le pare-brise et le bourdonnement de notre respiration embuait les vitres. « Essaie encore », suggéra Clara. J'ai obéi, mais le moteur n'a pas fait plus que laisser échapper un léger gémissement avant de mourir complètement. C'est alors que j'ai compris la gravité de notre situation. Nous savions tous les deux que nous étions sur un tronçon de route solitaire transcanadien, où le signal du téléphone cellulaire était presque inexistant. J'ai vérifié la carte sur mon téléphone, en espérant qu'elle pourrait au moins nous donner une idée de la distance jusqu'au prochain point d'aide, mais le GPS ne se chargeait pas correctement. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Clara, sa voix teintée de nervosité. « Nous devons attendre que quelqu'un passe, ai-je répondu. Bien qu'en arrière-plan je suis sûre que ça allait arriver. Les minutes passèrent, puis 1 heure et la nuit tomba complètement. La température chutait rapidement et bien que nous ayons gardé les fenêtres fermées et que nous nous soyons couverts de ce que nous avions sous la main, le froid commençait à nous atteindre le bones. Clara me regarda avec inquiétude, mais elle essayait de rester calme. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Depuis le rétroviseur, j'aurais juré avoir vu une paire de lumières qui clignotaient fugitivement au loin, comme s'il s'agissait des phares d'une voiture. « Je pense que quelqu'un arrive », ai-je dit allumer une lueur d'espoir dans les yeux de Clara. Je suis sortie de la voiture et je me suis tenue à côté de la route, agitant mes bras pour attirer l'attention. Mais après quelques secondes, les lumières ont disparu. Le vent soufflait plus fort et pendant un moment j'ai réfléchi si mon esprit je jouais un tour. J'ai regardé dans les bois à la recherche de quelque chose qui je ne savais même pas que ça l'était. Les arbres semblaient immobiles, mais il y avait quelque chose dedans eux, quelque chose qui m'a fait me sentir observée. « Raoul, monte dans la voiture », dit Clara de la fenêtre du copilote. Sa voix tremblait. « Je crois que j'ai vu quelque chose », répondis-je plus pour me convaincre que pour calmer-la. « Je sais, je l'ai vu aussi », a-t-elle déclaré. Au début, je pensais qu'il parlait des lumières, mais ensuite il a pointé vers le forêt. J'ai suivi la direction de son doigt et j'ai vu que j'avais attiré son attention. Une silhouette sombre, à peine visible parmi les ombres des arbres, semblait pour nous regarder. « Ça doit être un animal », murmurai-je. Bien qu'en le fond savait que ce n'était pas le cas. Je suis remontée dans la voiture et j'ai verrouillé les portes. Nous n'avons rien dit pendant un moment, écoutant seulement le bruit du vent et le craquement occasionnel de la neige. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était cet étrange silence, comme si la forêt retenait son souffle. Le froid a commencé à devenir insupportable et l'idée de passer la nuit dans la voiture s'est arrêtée pour être une option. Nous devons obtenir de l'aide, ai-je dit. Enfin. Clara hocha la tête, bien que la peur dans ses yeux était évidente. Nous avons pris la carafe d'essence supplémentaire et un lampe de poche, laissant le reste de nos affaires dans la voiture. Il valait mieux voyager les légers. Nous avons marché sur la route avec la lampe de poche qui brillait juste quelques mètres devant nous. L'obscurité était écrasante et chaque leçon dans la forêt semblait amplifiée, comme si quelque chose nous suivait. Et puis nous l'avons écouté. Un bruissement derrière nous aussi proche. Clara se retourna rapidement en pointant la lampe de poche, mais il n'y avait rien. Raoul, dit-elle avec une trace de voix, continuez à marcher. J'ai répondu en ressentant la panique me monte à la gorge. Mais le craquement ne s'est pas arrêté, il se rapprochait plus fort, plus insistant, comme si quelqu'un ou quelque chose il jouait avec nous. Enfin, nous avons vu une petite cabane à bord de la route. Elle était vieille et avait l'air abandonnée, mais elle était le seul espoir. Sans réfléchir à 2 fois, nous avons couru vers elle et fermé la porte derrière nous. Ce que nous avons découvert à l'intérieur m'a fait souhaiter que je n'avais jamais quitté la voiture. À l'intérieur, la cabine était aussi froide qu'à l'extérieur, mais au moins nous il protégeait du vent et de la neige. Clara et moi avons illuminé l'endroit avec la lampe de poche, révélant un espace petit et meurtri. Il y avait une table en bois avec un pied cassé, quelques chaises bancales et une cheminée qui semblait ne pas avoir été utilisée depuis des années. Dans un coin, un matelas recouvert de poussière et de feuilles sèches il était reculé dans un coin comme un vestige que quelqu'un y avait vécu il y a longtemps. « Pensez-vous que cela fonctionne toujours ?» demanda Clara en montrant la cheminée. « J'espère bien. » J'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé des branches sèches et du bois de chauffage entassé près le mur. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait nous aider à réchauffer l'endroit. Clara m'a passé une boîte d'allumettes qu'elle portait dans son sac,
un de ces petits objets sur lesquels elle insistait toujours à porter au cas où. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour son obsession de la prévoyance. J'ai allumé un petit feu, et la chaleur, il a commencé à remplir la cabane lentement. Clara s'assit près de la cheminée, serrant leurs genoux. « Que pensez-vous que ces bruits étaient ?» il a demandé. « Peut-être des animaux, » répondis-je, même si ma voix ne sonnait même pas convaincue pour moi. Nous ne voulions pas l'admettre, mais il y avait quelque chose dans ces craquements, quelque chose dans la façon dont il nous avait suivis, qui ne cela correspond à un animal simple. Pendant que Clara essayait de se détendre à proximité du feu, j'ai décidé d'explorer un peu la cabane. J'ai marché vers une petite porte à l'arrière-plan, espérant trouver quelque chose d'utile, une couverture, de la nourriture, tout ce qui ça pourrait nous aider à survivre à la nuit. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une petite pièce qui sentait le moisi. Il y avait quelques étagères à l'intérieur couverts de poussière et sur eux des outils rouillés, des bidons vides et une lampe en kérosène. La lampe était en meilleur état que prévu, et j'ai trouvé une bouteille de kérosène à moitié plein à côté. Cela fera, pensais-je, la ramener avec Clara. J'ai allumé la lampe et l'endroit s'est éclairé un peu plus. C'est alors que Clara a remarqué quelque chose que j'avais négligé. « Raoul, » il a dit doucement, « regarde par terre. » J'ai baissé les yeux et j'ai vu des marques profondément dans les planches de bois, comme si quelque chose de tranchant les avait déchirées. Ils n'étaient pas nouveaux. Le temps avait commencé à user les bords, mais il n'était pas naturel. Quelque chose ou quelqu'un avait fait ça. Peut-être c'étaient des ours, suggestifs. À l'intérieur d'une cabine verrouillée, répondit Clara en levant un sourcil. Je n'ai pas insisté. La nuit est devenue plus calme à mesure que le vent à l'extérieur s'est calmé. La cabine grinça légèrement avec le froid, mais c'était un bruit normal et réconfortant. Même Clara et moi nous nous sommes relayés pour entretenir le feu, même si le bois commençait à se raréfier. Puis nous l'avons entendu à nouveau, un bruissement, cette fois non loin de la porte. Clara m'a regardé fixement, et nous étions tous les deux immobiles. Le bruit se répétait comme si quelque chose marchait sur la neige à l'extérieur. « Tu penses que c'est un animal ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas, » répondis-je en saisissant l'un des outils rouillés qu'il avait trouvé dans l'arrière-boutique, une vieille clé à molette. Nous nous sommes approchés de la fenêtre la plus proche. La lampe de kérosène s'allume pas partiellement à l'extérieur, mais la lumière n'a pas atteint à travers l'obscurité plus au-delà de quelques mètres. Clara déplaça légèrement le rideau, et il a regardé dehors. « Il n'y a rien, » a-t-il dit. Mais c'est à peine fini de parler, quelque chose a heurté durement la fenêtre. Nous avons tous les deux fait un saut vers revient. La lampe a failli tomber, mais j'ai réussi à la tenir. « Raoul !» cria Clara en pointant vers la vitre. Dans le cadre de la fenêtre, une main. Ce n'était pas une main humaine, mais Neil avait l'air complètement animal. Elle était couverte de quelque chose qui ressemblait à des cheveux, mais les ongles étaient longs, noirs et collés contre le verre comme s'il va essayer de le casser. J'étais paralysée, incapable de comprendre ce que je voyais. Mais aussi vite qu'il est apparu, il a disparu. Le bruit des pas pressés dans la neige suivit ensuite, s'éloignant vers la forêt. « Nous devons sortir d'ici, » dit Clara d'une voix cassée. « Et où allons-nous ? On est au milieu de nulle part. Je préfère marcher que rester ici, en attendant que ça revienne. » Je savais que j'avais raison, mais aller à la route au milieu de la nuit avec des températures inférieures à 0 et quelque chose qui nous traquait était tout aussi dangereuse. Cependant, rester dans la cabine qui nous protégeait à peine n'était pas une option bien mieux. Nous avons rassemblé nos affaires rapidement, la lampe de poche, la lampe kérosène et quelques branches laissées par la cheminée. Nous avons ouvert la porte avec précaution et le froid ça nous a frappé comme un mur. Dehors, la neige était plus dense, entrave au progrès. Nous sommes allés aussi vite que possible, même si la neige il a fait de chaque pas une lutte claire. J'allais de l'avant avec la lampe de poche et je tenais la lampe et la clé, prêt à l'utiliser si nécessaire. La forêt autour de nous semblait bouger. Chaque bruissement des branches, chaque ombre projetée par la lumière de la lampe de poche m'a fait tourner la tête, attendant pour trouver quelque chose que je ne voulais pas voir. Nous n'avons jamais mentionné ce que nous avons vu. Ils ne nous auraient pas cru. Mais depuis lors, chaque fois que quelqu'un me dit que la nature n'a aucune intention, je pense à cette main dans la fenêtre. Quelque chose était se marier. On ne saura jamais ce que c'était. Et c'est peut-être mieux comme ça.
Je m'appelle Mario et jusqu'à récemment, je croyais que la chose la plus effrayante à propos d'une tempête dans les montagnes était d'obtenir coincé dans la neige. Je n'aurais jamais imaginé que ma perspective changerait aussi radicalement. Tout a commencé comme un plan qui semblait amusant. Un groupe de 5 amis de collège, habitués à là en nous éloignant au grand air, nous avons décidé de braver les sommets glacés de la Sierra Negra. C'était le milieu de l'hiver et les prévisions promettaient des jours clairs. Sébastien, qui dirigeait le groupe, il a affirmé qu'il connaissait la route comme sa poche. Un abri à mi-chemin sur la route, près de la Eagle Peak, ce sera notre repos avant d'atteindre le sommet. Il nous l'a dit en traçant l'itinéraire sur une carte usée. Au début, tout s'est passé comme ça planifié. L'ascension était exigeante, mais les vues étaient spectaculaires. Les pins couverts de givre s'étalaient comme une couverture sans fin et l'air glacé remplissait nos poumons de la vie. Les murs en bois étaient recouverts d'une épaisse couche de neige et les fenêtres semblaient avoir été scellées avec des planches de l'intérieur. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fera l'affaire, a-t-il déclaré Sébastien alors qu'il forçait la porte avec une poussée. L'intérieur était encore plus désolé. Il y avait un vieux poêle à bois dans un coin entouré de bancs en bois ébréché. Les murs étaient décorés de dessins sculptés qui semblaient être des marques d'autres alpinistes. L'un des lits de fortune avait un sac de couchage déchiré recouvert de poussière. Personne n'a rien dit, mais la tension était évidente. Quelque chose dans l'environnement nous a mis inconfortables. Nous avons fait un petit feu et partagé les provisions qu'il nous restait. Dehors, la tempête rugissait comme une bête enragée. Le vent a fait bruissement les poutres du plafond et de temps en temps un bruit sourd nous faisait sursauter, comme si quelque chose heurte les murs. « C'est juste le vent », a déclaré Luisa, la plus sceptique du groupe, tout en essayant de calmer Mariana, qui commençait à montrer des signes d'anxiété. Cette nuit-là, la fatigue nous a battus un à un. Cependant, je n'arrivais pas à dormir. Le sentiment d'être observée, il ne voulait pas me laisser seule. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination produit de la fatigue et du froid, mais ensuite je l'ai entendu. C'était un bruit doux au début, comme si quelque chose grattait le plafond de l'extérieur. J'ai pensé à un animal, peut-être un renard ou un oiseau cherchant un abri, mais le son est devenu plus fort et plus constant. Ce n'était plus une égratignure, c'était comme si quelqu'un marchera sur le toit avec des pas fermes et lourds. « Tu as entendu ça ?» J'ai demandé tranquillement, mais personne n'a répondu. Je me suis levée prudemment et me suis dirigée vers la fenêtre. J'ai enlevé une partie de la glace accumulée pour essayer de voir dehors. Mais la tempête était si dense que rien ne pouvait être distingué. C'est alors je l'ai senti. Un coup sec sur le toit, si fort qu'il a fait vibrer la structure. « Mario, qu'est-ce que tu fais ?» Demanda Sebastián surprise. Il y a quelqu'un là-haut, ai-je chuchoté. Tout le monde s'est réveillé quand ils m'ont entendu. Sébastien a essayé de calmer le groupe en disant qu'il s'agissait probablement de branches soufflées par le vent. Cependant, son expression trahissait qu'il était aussi nerveux. Les coups continuaient entrecoupés de ce qui semblait être des pas. Ensuite, Luisa a souligné quelque chose qui n'a pas nous avions remarqué plus tôt, un trou dans le plafond, à peine visible d'où on était juste assis. Le trou était recouvert d'un tissu noir fileté et une corde y pendait d'Elachada qui se balançait légèrement. « C'était là quand nous sommes arrivés ?» demanda Mariana d'une voix tremblante. Personne n'a répondu. Nous étions là à regarder en silence, attendant un peu de mouvement. Finalement, Sébastien prit une lampe de poche et il grimpa prudemment sur une table pour mieux regarder. « C'est juste un vieux trou, sûrement. » Il s'arrêta au milieu de la phrase et sauta, aussi pâle que la neige dehors. « Que as-tu vu ?» J'ai insisté. Sébastien ne répondit pas. Au lieu de cela, il a commencé à ramasser nos affaires. « On part tout de suite. »« Astufo ?»« Jorge a protest. »« Il y a une tempête dehors. » Nous ne durerons même pas 1 heure. Mais Sébastien n'écoutait pas. Sa hâte et son silence nous ont infecté la peur. Mariana a commencé à pleurer pendant que Roré et Luisa se disputaient avec Sébastien à propos de l'impossibilité de sort. Au milieu du chaos, le son au plafond a changé. Ce n'était plus des coups ou étapes. C'était une traînée lente maintenant, comme si quelque chose de lourd glissait de nous. J'ai pris la lampe de poche et me suis approchée du trou. Contre toute logique, je voulais savoir ce qu'il y avait là-haut. Je viens d'allumer-le en ouvrant, quelque chose a bougé. Je ne l'ai pas bien vu.
C'était juste une ombre qui a disparu en un instant. Mais la chose qui m'a le plus refroidi était l'odeur, un nez d'or à la viande pourrie qui a envahi la pièce dès que j'ai pointé la lumière. La panique fut instantanée. Nous avons décidé de nous barricader à l'intérieur, sécurisant la porte avec tout on a trouvé. Mais peu importait combien nous essayions de nous calmer. Les bruits ont continué jusqu'à l'aube. Nous n'avons rien revu, mais nous savions que nous n'étions pas seuls. Quand la tempête s'est finalement arrêtée, nous sommes sortis aussi vite que nos jambes nous le permettaient. Nous ne sommes jamais retournés à la montagne, et jamais nous avons découvert quoi ou qui était avec nous cette nuit-là. Mais j'ai encore des cauchemars à propos de cette odeur et le bruit de quelque chose rampant juste au-dessus de ma tête. La descente était une torture. La tempête avait cessé, mais la neige fraîche faisait que chaque étape était un défi. Personne ne parlait. La peur nous avait laissés dans silence. Sébastien menait le groupe avec un rythme effréné, comme si le simple fait d'être en mouvement le gardera sain d'esprit. Nous avions à peine avancé quelques kilomètres, lorsque Mariana s'est arrêtée sur ses traces. « On ne peut pas continuer comme ça », dit-il avec la voix cassée. « On a besoin de se reposer. » Sébastien a tourné les talons, son visage durci par le froid et la tension. « On ne peut pas s'arrêter. Si nous le faisons, on se retrouve ici. » « Ici, où ?» Respondit Jorge, visiblemente en colère. Ni nous savons même si nous allons dans la bonne direction. Sébastien ne répondit pas. Il a sorti la carte, mais sa main tremblante trahissait qu'il était aussi perdu que le reste d'entre nous. Au milieu de l'échange, un bruit nous a tous paralysés. Un crépitement sec venant de la forêt. Nous avons tourné dans toutes les directions en essayant de localiser l'origine. Le vent caressait les branches des pins, mais ce son était différent. C'était comme si quelque chose bougeait entre les arbres, quelque chose de lourd, brisant la neige à chaque pas. « C'est probablement un animal », a déclaré Luisa pour tenter de nous rassurer, bien que sa voix trahisse sa propre incertitude. Le problème était que ce n'était pas seulement un du son. Le sentiment d'être observé était revenu, plus intense que jamais. Mariana a commencé à pleurer silencieusement pendant que Roré sortait un petit couteau de son sac à dos, bien que les deux nous savions que c'était inutile. Nous avons continué à marcher, cette fois d'affilée, avec les yeux fixés sur la piste, mais il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose qui nous a tous arrêtés d'un coup. Au milieu de la neige, presque enterrée, il y avait une chaussure. C'était une chaussure de randonnée, vieille et usée, avec le cordon desserré. Est-ce de quelqu'un qui s'est perdu ? J'ai demandé, mais personne n'a répondu. Roré l'a ramassé prudemment et est resté le regarder. « C'est sec », dit-il avec un froncement de sourcils. « Ça ne fait pas longtemps que c'est là. » Un froid plus intense que le vent a balayé mon corps. Si c'était sec, ça voulait dire qu'il n'avait pas été exposé à la tempête. Quelqu'un l'avait laissé là, et il ne l'a pas fait beaucoup. Sébastien, déterminé à ne plus perdre de temps, nous a obligés à continuer. Personne n'y a argumenté, mais l'atmosphère est devenue insupportable. Chaque branche qui bruissait, chaque ombre qui se déplaçait entre les arbres nous a fait prendre du recul. Au loin, le soleil commençait à en bas, teintant le ciel d'un gris terne. Nous savions que si nous n'arrivions pas à une zone de sécurité avant la tombée de la nuit, nos chances de survie y diminueraient considérablement. Nous avons marché pendant des heures, jusqu'à nous avons finalement vu une clairière. C'était un espace ouvert avec un petit ruisseau qui traversait entre les rochers. L'eau était partiellement gelée, mais l'endroit offrait un répit. Nous avons décidé de nous arrêter pour récupérer quelque chose de force. Pendant que les autres essayaient d'allumer un feu, j'ai reculé un peu à explorer. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'ai ressenti le besoin de m'assurer qu'il n'y avait rien ni personne qui nous suivait. Alors que je m'approchais du bord de la clairière, j'ai vu quelque chose, cela m'a arrêté dans mes traces. Dans un arbre voisin, à une hauteur qui ne pouvait pas avoir été atteinte sans grimper, quelqu'un avait gravé un étrange symbole sur le croûte. C'était un cercle avec des lignes croisées à l'intérieur, comme un maladroit tentative de dessin. La gravure n'était pas récente. Les marques étaient noircies comme s'ils avaient été faits il y a des années. Je suis retourné dans le groupe sans rien mentionner. Oui, je savais que cela ne ferait qu'aggraver la peur collective, mais le symbole le ferait rester dans mon esprit comme un avertissement muet. La nuit tomba rapidement et avec elle le bruit. Ils étaient éloignés au début, mais ils sont devenus plus proches à chaque fois minute qui passait. Roré et moi veillions à tour de rôle pendant que les autres essayaient de dormir,
bien que personne n'y l'a vraiment réussi. À un moment donné, vers minuit, j'ai entendu quelque chose qui n'a pas je pourrais ignorer. C'était un murmure, pas un murmure humain, mais un son grave et rythmé qui semblait provenir de la forêt. Il semblait que quelqu'un a répété une phrase incompréhensible encore et encore. « Tu l'entends » J'ai chuchoté à Roré, qui se tenait à côté de moi. Il hocha la tête, pressait fort le couteau qu'il portait. « Nous ne sommes pas seuls » murmura-t-il presque inaudible. Soudain, un bruit fort, comme un arbre qui tombe, nous a fait sauter tous les deux. Tout le monde s'est réveillé surpris et Sébastien, abonnez-vous à nous et la suite sortira très bientôt.